C'est parti mesdames et messieurs, on commence un tout nouveau chapitre autour de la fabrication des briques du vivant. Donc cet ensemble d'ingrédients qui vont normalement servir à la matière pour s'organiser et former ce qu'on pourrait appeler les proto-organismes vivants. Donc là on va voir de quoi il en retourne dans ce chapitre et après orienter la discussion autour de certaines vidéos, de certaines thématiques, sous-thématiques je devrais dire, en fonction de aussi ce que vous voulez voir. On aura l'embarras du choix, mais en tout cas, première vidéo assez généraliste autour des briques du vivant. Donc une vidéo présentée dans laquelle il y a Vassilissa Vinogradov, une fille que je connais, que j'ai déjà rencontrée à plusieurs occasions dans mon cursus de chercheur, qui travaille au PIM à Aix-Marseille Université, une entité aussi que je connais, un laboratoire que je connais, puisque j'y ai fait mon stage de Master 2 pendant 6 mois. Donc je connais un petit peu les thématiques, j'aurai encore plus, je pense, ce soir de matière à éventuellement développer et à approfondir ce qui va être présenté si nécessaire. Nous allons voir dans cette vidéo une des recherches en exobiologie qui concerne les briques de la vie. Qu'est-ce que c'est, comment les fabriquer et quelles sont leurs sources. Vous allez voir que ces éléments sont indispensables à la vie terrestre et l'étude de leur origine nous permet de donner plus de contraintes à l'origine de la vie elle-même. Il faut savoir que sur Terre, il existe une très grande diversité d'espèces dont l'homme n'est en fait qu'une espèce parmi des millions. Tous les jours sont découvertes de nouvelles espèces et on en aurait entre 5 et 100 millions sur Terre à l'heure actuelle. À savoir 5 et 100 millions, il y a quand même un sacré facteur de différence, quoi. 5 et 100 millions, il y a un facteur quasiment, il y a 2 ordres de grandeur. Quasiment 2 ordres de grandeur de différence. Donc c'est énorme, l'estimation. La gamme et la fourchette est extrêmement large pour vous dire la difficulté qu'on a d'estimer le nombre d'organismes vivants. En particulier dans le monde de l'infiniment petit, on a potentiellement une diversité énorme d'individus. C'est un truc de fou, quoi. Voilà. Que la majorité de ces espèces sont des micro-organismes de type des bactéries. Mais quel est donc alors le lien commun entre toutes ces espèces? Qu'est-ce que l'homme a de commun avec une bactérie, un tardigrade ou encore un ornithorynx? Eh bien, pour ça, il faut aller regarder à l'intérieur de soi, cachées dans nos cellules. Les mêmes briques élémentaires sont en fait présentes dans tous les êtres vivants, à savoir les protéines d'un côté et l'ADN de l'autre, l'acide désoxyribonucléide porteur de notre code génétique. Si on regarde encore... Je fais une petite pause parce que ça c'est relativement essentiel, c'est très important pour définir le vivant. Alors je dis définir, mais avec des grosses pincettes parce que il n'y a pas une définition exacte du vivant ou d'un organisme vivant à l'heure actuelle. On peut lister un certain nombre de caractéristiques qui se retrouvent un peu partout dans le règne du vivant. Mais voilà, mais parmi en tout cas les caractéristiques qu'on retrouve qui sont assez générales, tu as 2 choses qu'elle a présentées. Elle a pas parlé de la troisième qui est la membrane ici cellulaire, mais en tout cas les 2 choses qu'elle a mis en avant, c'est d'un côté l'ADN, où on va dire ça va être la molécule qui va porter l'information. Donc il faut une structure, il faut de la matière qui soit capable de porter l'information. Donc dans le monde du vivant qu'on connaît sur Terre, ça va être l'ADN qui va jouer ce rôle. Et de l'autre côté, elle a parlé des protéines, sans développer davantage. Les protéines, ça va être les molécules ouvrières des organismes vivants. C'est celles qui vont permettre à l'organisme du vivant de littéralement fonctionner et de vivre. Donc les 2 sont extrêmement importants, puisqu'il y en a un qui va définir la carte d'identité, on va dire, de l'être en lui-même, donc ça va être joué par le code génétique, l'ADN, et de l'autre, ça va être toutes les mécaniques, les rouages qui vont permettre à l'organisme en question de se mouvoir, de se reproduire et de vivre ainsi, voilà. Génétique. Si on regarde encore plus près les constituants de ces 2 entités, eh bien on s'aperçoit que les protéines sont constituées d'acides aminés organisés en chaînes peptidiques et que notre ADN est composé de 3 éléments de base, les bases azotées, les sucres et le phosphore. Il faut ajouter à cela les constituants de nos cellules, qui sont le compartiment qui maintiennent ces entités ensemble. Et typiquement, les cellules sont constituées de chaînes aliphatiques de type des acides gras. Donc,
Là aussi, c'est beaucoup de termes techniques. Là, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire ni de la chimie ni de la bio, ça peut être relativement, voire très compliqué. Certains dans le chat sont déjà probablement perdus. Beaucoup de termes très techniques. Et pour définir en fait des entités relativement simples, on a déjà parlé des protéines, donc les ouvrières, et de l'ADN, le support de l'information. Il y a un troisième élément, du coup, c'est la membrane ici qui va servir de compartiment. Souvent, c'est aussi invoqué dans la définition d'un organisme. Il faut qu'il y ait un compartiment, il faut qu'il y ait une enceinte qui définisse un extérieur d'un intérieur. Et voilà. Alors après, elle a défini sur chacun des trois, protéines, ADN et compartiment et membrane, elle a défini, enfin, elle a décrit plutôt leur structure en eux-mêmes, de quoi ils sont composés. Donc d'un côté, les protéines, on va dire c'est des assemblages d'acides aminés. Les acides aminés, c'est quoi? Ce sont des petites molécules qui ont aussi un rôle à jouer. En assemblant ces petites molécules d'acides aminés, un peu comme on assemble des perles pour faire un collier de perles, la perle, ça va être un acide aminé. Vous assemblez plein de petites perles, plein d'acides aminés, vous allez former à la fin un collier de perles qui, elle, sera la protéine. Donc voilà, ça c'est pour avoir une analogie un peu plus compréhensible. Et l'ADN, quant à lui, est formé donc de bases azotées, de sucre et de phosphore. Les bases azotées, si vous voulez, c'est pour vous rappeler un peu les cours que vous avez eus, c'est les fameuses lettres là, ATGC, les fameuses lettres, vous savez, qu'on utilise et qu'on met les unes à côté des autres pour justement créer l'information génétique. Et ben c'est ça les fameuses bases azotées, c'est les fameux ATGC. Et pour relier ces bases azotées entre elles, on a besoin aussi de sucre et de phosphore, enfin de molécules de sucre qui sont agencées, qui sont entre les bases azotées, avec du phosphore qui est nécessaire également dans la construction. Mais voilà, les ATGC, c'est les bases azotées. Et enfin, elle a parlé de la membrane en parlant du terme chaîne aliphatique amphiphylle. L'idée, c'est que la membrane, alors ça on l'a vu dans l'épisode d'avant, mais je le rappelle, la membrane, du coup, elle est faite de molécules de gras. On parle de double couche lipidique, si je dis pas de bêtises. Donc c'est des molécules un peu comme les molécules qu'on retrouve dans le savon, qui ont une tête hydrophile et une queue hydrophobe. Et en fait, ces molécules-là, elles s'agencent entre elles, justement, parce que faut savoir que la cellule baigne dans un milieu aqueux, donc avec de l'eau, d'où le fait qu'on en ait parlé la dernière fois sur la thématique de l'eau. Donc en baignant dans un milieu aqueux, eh bien, les molécules, elles vont ces fameuses molécules de gras, elles vont s'agencer de manière à former une sorte de couche. Elles vont s'agencer les unes avec les autres et ça va former une frontière, une barrière. Voilà, donc c'est la double couche lipidique. D'où le gras, c'est la vie, exactement. Le gras, c'est la vie parce que sans ces molécules de gras, on ne pourrait pas former cette barrière qui crée un intérieur, enfin finalement fait une distinction entre l'intérieur et l'extérieur. Pour le coup de la cellule, quoi. Donc au final, on recense 5 briques de la vie essentielles: les acides aminés, les bases azotées, les sucres, le phosphore et les acides gras. C'est un peu résumé, mais d'un point de vue chimique, oui, on peut résumer les choses de manière très grossière comme ça. Je rappelle, les acides aminés, c'est pour les protéines, le phosphore, c'est pour l'ADN, les bases azotées, c'est pour l'ADN, le sucre, c'est pour l'ADN, les acides gras, c'est pour la membrane, c'est pour la cellule. Oui, c'est ça, c'est pour la frontière. Pardon de remettre pause, hein, mais ça, c'est encore... Bon, les briques de la vie, là, on pourrait en définir d'autres dans le vivant, mais enfin une liste plus longue, on va dire, que juste celle-ci. Mais on va commencer par étudier celles-ci, qui sont déjà assez compliquées à rassembler ensemble, comme on va le voir par la suite. Tous les êtres vivants sur Terre sont composés de ces mêmes molécules chimiques, que l'on appelle donc les briques de la vie. Maintenant qu'on a défini les briques de la vie, on peut s'intéresser à comment est-ce qu'on peut les fabriquer et où les trouver. Leur synthèse est une recherche assez récente qui a fait essor au moment du développement de la chimie organique au début du 19e. Beaucoup de réactions chimiques sont depuis découvertes, mais par exemple, au milieu du 19e a été découverte la fameuse synthèse de Strecker qui permet de faire la synthèse d'acides aminés. Elle fait appel à la réaction d'un aldéhyde avec de l'ammoniac et aussi du cyanure d'hydrogène. C'est une réaction qui est assez efficace et rapide dans un milieu aqueux et qui ne nécessite que très peu de température.
Un autre exemple, c'est la réaction de Formose, qui permet la synthèse de sucre à partir de la polymérisation du formaldéhyde. C'est une réaction également très efficace, surtout si on y rajoute des catalyseurs, de type carbonate de calcium ou des minéraux. Un troisième exemple, assez bien connu, mais qui cette fois date du milieu du XXe, c'est la synthèse de bases azotées à partir de la polymérisation du cyanure d'hydrogène, HCN. Cette réaction se fait sous lumière ultraviolette. Elle est assez efficace en milieu aqueux. Ces voies de synthèse organique sont donc assez simples, mais nécessitent de l'eau ou de la lumière ultraviolette pour être efficaces. Et donc, chaque synthèse chimique fabriquant les briques de la vie va dépendre fortement de l'environnement dans lequel ces synthèses vont pouvoir se faire. Je mets encore une pause. Il y a pas mal de termes techniques qui sont abordés, pas forcément super compréhensibles pour tout le monde qui n'est pas chimiste dans le chat. Ce qu'il faut retenir, c'est que les molécules du vivant, telles qu'on les connaît, elles sont pas extrêmement compliquées. Bon, l'ADN c'est très compliqué, mais si tu découpes l'ADN dans ses bases azotées, bah, une base azotée en elle-même, c'est pas une molécule extrêmement compliquée. Et nous, en tant que Homo sapiens, qui savons manipuler la matière, c'est-à-dire qu'en tant que chimiste, on est capable de refaire en laboratoire pas mal de ces briques en fait finalement. Puisque les briques c'est des petites entités, des petites molécules. Et avec nos connaissances qu'on a sur la transformation de la matière, donc grâce à la chimie, on peut aisément faire ces créations, faire ces transformations. C'est ce qu'elle montre sur chacune des slides, des transformations qui permettent de produire les petites briques. D'accord ? Là, elle ne l'a pas dit, peut-être qu'elle le dira après, mais la difficulté, c'est de savoir en quoi ces transformations, que nous, on est capable de faire en laboratoire, en quoi ces transformations sont représentatives de ce qui s'est vraiment passé sur la Terre primitive, en fait. Est-ce que le vivant a vraiment suivi les voies que nous, on sait décrire en tant que chimistes? Parce que oui, c'est bien beau de savoir faire l'adénine ici, qui est une des bases azotées à partir du cyanure d'hydrogène, c'est ça, HCN. Je ne sais même plus ce que c'est HCN, vous pouvez confirmer ce que c'est dans le chat. Le truc, c'est que il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de moyen, en tout cas, à l'heure actuelle, de savoir si le vivant, enfin, s'il y a bien eu ces transformations-là, parce que là, je parle du vivant, mais en fait, le vivant n'est même pas encore apparu. Là, on parle on est dans un monde où le vivant n'existe pas encore sur Terre, d'accord ? Est-ce que ces voies de synthèse, on les appelle comme ça, ou ces transformations, si vous voulez, est-ce que ces transformations ont réellement eu lieu ou est-ce que c'est juste un délire de chimiste qu'on fait nous en laboratoire, parce que nous, on est très bon pour contrôler les réactions, on est très bon pour faire en sorte de faire des transformations qu'on a prévu de faire, en mettant les bons ingrédients, en mettant les bons UV qu'il faut, en mettant l'eau, etc., la bonne température. Voilà. Il faut savoir qu'il y a ce vrai débat, il y a cette vraie problématique dans la communauté, c'est de savoir, ok, c'est cool, en tant que chimiste, on peut refaire les briques, mais est-ce que dans la réalité, ça s'est vraiment passé comme ça? Voilà. Si c'est faisable en labo, le hasard et des millions d'années doivent y arriver. Non, pas dit. Pas dit, parce que le hasard fait pas forcément bien les choses, entre guillemets. Nous, en tant que chimistes, on peut contrôler un environnement. On utilise notre intelligence pour savoir, par exemple, que dans notre synthèse, il y a un moment, il faut retirer l'eau ou la rajouter, ou au contraire, enlever une lampe UV qui était allumée ou la rajouter. En fait, tu peux difficilement... Il faut faire des hypothèses sur ce qu'était la Terre primitive dans ses débuts, faire des hypothèses sur son environnement, ce qu'avait la Terre primitive, ce qu'elle n'avait pas, et à partir de cet ensemble d'hypothèses, voir si effectivement ça peut suivre les voies de synthèse pour lesquelles tu postules. Mais là, les voies de synthèse qu'elle propose, elles sont relativement compliquées. Il y a plusieurs étapes, il y a même des étapes qui peuvent revenir en arrière, certains endroits. Voilà, c'est au cas par cas, faut regarder et réfléchir. Mais c'est pas simple. C'est pas aussi simple que ce qu'on peut le penser, du moins en premier abord, quoi. Voilà, donc là, maintenant qu'on a parlé un petit peu des voies de synthèse qui existent, on peut se poser la question, voilà, des environnements. Quels sont les environnements un peu propices à ces transformations qui peuvent réussir à éventuellement faire ces fameuses briques qui sont si importantes pour le vivant?
On parle alors de sources. Ces sources, elles sont soit endogènes, soit exogènes à la Terre. On a des sources endogènes de type l'atmosphère ou l'océan, et on a les sources exogènes qui proviennent de l'espace en provenant des astéroïdes ou des comètes. Je refais pause parce que c'est un terme un peu à la con, hein, mais endogène, ça veut juste dire qui provient de la Terre elle-même, ça vient de chez nous, quoi, c'est endogène. Et exogène, c'est que ça provient de l'extérieur. Donc là, on cherche à savoir quelles ont pu être les sources, les endroits où ont été construites ces fameuses briques du vivant. Donc on peut imaginer voilà, les fameuses sources endogènes, donc ce qui vient de la Terre, donc l'atmosphère ou les océans, et exogène, donc ce qui vient de l'extérieur. Il y a les petits corps dont font partie les comètes et les astéroïdes. Et voilà. Et donc maintenant, elle va prendre le temps peut-être de parler un peu des sources. Non, pas du tout. L'atmosphère est une source majeure des briques de la vie et la première expérience fut l'expérience de Miller. En résumé, il s'agit de soumettre un gaz de composition de la Terre primitive, typiquement de l'eau, du dihydrogène, de l'ammoniac, donc analogue à l'atmosphère de la Terre primitive, et on soumet ce gaz à une décharge électrique, puis on en récolte les produits dans le lot simulant un océan. L'analyse de ces produits montre que de nombreuses molécules sont formées, dont des acides aminés. Au niveau du mécanisme chimique, ici, les molécules vont être cassées en petits morceaux par le plasma et vont ensuite se recombiner et réagir dans le milieu aqueux. Le point négatif, c'est que la nature des molécules formées va énormément dépendre de la composition des gaz mis dans le réacteur au départ. La deuxième source endogène majeure au niveau de la... Bon, je m'épose parce que là, elle s'attarde direct dans la deuxième source. Les sources de Miller, on en a déjà parlé dans les vidéos d'avant. Pareil, j'aurais envie de vous dire, allez voir la rediff. Salut YouTube, hein, si tu vois cette rediff, n'hésite pas à aller voir les autres rediffs d'avant. Mais pour la faire courte, en fait, bon, dans cette expérience, c'est bien, on arrive à faire pas mal de molécules assez complexes, juste avec un mélange initial d'eau, de méthane, d'ammoniac, d'hydrogène et de monoxyde de carbone, ici, si je lis le truc. Bref, on se base sur une atmosphère, on postule pour une certaine composition de l'atmosphère primitive, on dit il y a telle molécule, telle molécule, telle molécule, voilà. On commence par un petit mélange comme ça, et ce mélange, on le met en contact avec une source d'énergie, ici c'est un arc électrique, et l'énergie va être suffisante pour casser les molécules et permettre des transformations entre elles qui vont former des molécules plus complexes. Bon, ok, après les molécules plus complexes, elles vont éventuellement tomber et rejoindre justement un ballon qui est rempli d'eau et qui va simuler quelque part l'océan. Ensuite, cet océan il va être chauffé, donc une nouvelle source d'énergie qui est apportée, qui va encore favoriser des transformations. Et les vapeurs vont pouvoir monter et se recondenser et revenir dans le fameux ballon initial. Donc en fait, vous êtes dans une sorte de cercle fermé dans lequel vous avez à chaque fois de la matière qui est réemmagasinée dans le réservoir initial. Et voilà, et vous faites ça et à la fin vous avez des molécules relativement complexes. Mais le problème, c'est que cette complexité, elle va dépendre du mélange initial et c'est encore une fois extrêmement compliqué de faire une hypothèse sur l'atmosphère qui était présente lors de la Terre primitive, c'est-à-dire l'atmosphère des débuts. Enfin, des débuts, elle a même évolué cette atmosphère. Donc après, on a quand même des modèles, différents modèles qui permettent d'avoir une idée de comment pouvait être l'atmosphère de la Terre. Mais il n'empêche que rien qu'avec une poignée de petites molécules, on arrive à une diversité de molécules qui est tellement grosse qu'aujourd'hui on aurait du mal à savoir avec cette diversité quoi faire. Et on aurait du mal à savoir quel était le mélange initial, le bon mélange initial pour faire la complexité qu'on voit aujourd'hui, quoi. Et je rappelle aussi quelque chose, bon ça je l'avais dit la dernière fois et c'est assez crucial aussi, enfin je le répète encore une fois dans cette expérience, c'est l'idée que le vivant il ne se sert que d'une fraction très infime de matière organique. Il va se servir que de certaines molécules organiques et pas d'autres. Il va faire des transformations de chimie organique qui sont relativement restreintes par rapport au panel de réactions et de transformations qu'on peut faire. Le vivant ne se sert finalement que d'une fraction infime de transformation. Et donc aujourd'hui on n'a aucune idée sur
comment ça se fait que malgré la complexité des molécules qu'on peut former, par exemple avec cette expérience toute simple, qu'est-ce qui s'est passé pour que le vivant s'en tienne à seulement une poignée de molécules, on va dire, par rapport à tout ce qui est possible de faire, et une poignée de réactions chimiques par rapport à tout ce qui est possible de faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans les réactions au début pour que les transformations soient un peu guidées vers une seule manière de faire, ou plutôt voilà, une manière un peu générale de faire pour le vivant. Voilà, malgré on va dire l'éventail extrêmement large de possibilités qu'offre la chimie organique, quoi. Départ. La deuxième source endogène majeure au niveau de la Terre, c'est celle qui va avoir lieu au fond des océans, au niveau des dorsales océaniques, là où se trouvent les fumeurs noirs et les fumeurs blancs. Ces phénomènes s'expliquent par l'infiltration de l'eau de mer dans la croûte océanique, faisant des réactions chimiques de type serpentinisation qui transforment donc les minéraux et va mener à la production de dihydrogène, H2. C'est ce dihydrogène qui, en contact avec du monoxyde de carbone dissous, donc du CO, va mener à des réactions de Fischer-Tropsch et à la formation d'hydrocarbures et de chaînes aliphatiques. Ici, c'est la pression et la température qui permettent cette polymérisation du carbone en chaîne aliphatique ou en acide gras. Le point négatif, c'est la dilution de ces composés ensuite dans l'océan quand ils sont relâchés au niveau de ces fumeurs blancs ou de ces fumeurs noirs. La dernière source. Voilà, deuxième source où est-ce que des briques intéressantes peuvent être produites, les fameuses fumeurs noirs qui ont pas mal le vent en poupe, pour certains scientifiques en tout cas. Là pareil, pas mal de termes complexes qu'on peut facilement expliquer. L'idée c'est que en fait on a un phénomène géologique qui s'appelle la serpentinisation, qui est à l'origine de la production de dihydrogène. Alors je connais pas bien, je suis pas géologue malheureusement, s'il y en a dans le chat, n'hésitez pas à mieux expliquer que moi dans le chat. Mais en gros l'idée c'est que l'eau de mer va s'infiltrer, on va dire, dans le plancher océanique et va altérer les roches présentes, et en particulier le magma qui remonte, et par un phénomène d'altération, on va dire, mais c'est une transformation chimique finalement, d'hydratation des roches du magma qui remonte à la surface, on va avoir une production de dihydrogène, quoi, qui est un gaz. On appelle ça l'hydrogène, hein, d'ailleurs, ce gaz. Je dis dihydrogène, mais dans le langage courant, dihydrogène. C'est le même gaz hydrogène dont on fait la publicité, hein, comme solution au dérèglement climatique, comme source d'énergie. Hein. C'est exactement la même molécule pour le coup. Et bon, bref, ce dihydrogène formé par serpentinisation, il va remonter justement par ces fameuses fumeurs noires là, dans lesquelles il y a d'autres gaz en fait. Il n'y a pas que le dihydrogène dans ces fumeurs noires, il y a aussi d'autres molécules. Il peut y avoir du méthane, il me semble, et du CO2. Enfin, il y a surtout du CO, elle avait l'air de souligner. Alors pourquoi c'est intéressant de souligner la présence de CO? Parce que si vous faites CO, donc monoxyde de carbone, c'est le CO, le monoxyde de carbone plus l'hydrogène, en fait ça va vous donner quoi? Ça va vous donner du méthane a priori, parce que le CO c'est un atome de carbone et un atome d'oxygène. Vous pouvez remplacer l'atome d'oxygène par un atome d'hydrogène, enfin par plusieurs atomes d'hydrogène, de sorte à petit former ce qu'on appelle un hydrocarbure. Donc ça veut dire une molécule composée de carbone et d'hydrogène. Donc ça c'est une manière de former par exemple du méthane, mais là ce qui est intéressant c'est pas tant de former juste du méthane, mais de former des hydrocarbures qui ont des chaînes plus longues. Pourquoi? Alors je parle de chaînes, c'est des chaînes de carbone ici. Donc le méthane, c'est le plus simple des hydrocarbures, le plus simple des alcanes. Il a un seul atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Nous, ce qui peut nous être intéressant pour la chimie du vivant, donc la chimie organique, c'est de former des molécules beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes, donc avec en fait plus d'atomes de carbone. Et donc ça c'est possible avec plus de CO qui a envoyé plus de molécules de monoxyde de carbone par une réaction qui s'appelle du coup le Fischer-Tropsch. On s'en fout un peu, enfin on va pas regarder précisément comment ça se passe, mais en tout cas ces réactions là peuvent donner lieu à la formation de molécules tout simplement plus longues, plus complexes et plus riches pour du coup le vivant entre guillemets, parce que on se doute bien que le vivant a besoin de molécules plus complexes pour fonctionner. Donc voilà un point de départ en tout cas pour former des hydrocarbures. Et après ces hydrocarbures, comme indique son schéma, vont être utilisés pour faire d'autres
d'autres transformations de matière organique. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est juste essayer de voir quels endroits sur Terre, enfin sur la Terre primitive plutôt, quels ont été les endroits sur la Terre primitive qui auraient pu stimuler justement la production de matière organique. Un peu comme le montrent ces endroits qui sont les cheminées noires justement, les fumeurs noires ou blanches. D'ailleurs je ne sais même plus ce que c'est la différence entre la fumeur noire et la fumeur blanche, c'est la nature des gaz qui en sortent probablement. Mais bon bref, tout ça pour dire qu'on essaie d'identifier les lieux sur la Terre primitive et qui seraient susceptibles de remplir des conditions dans lesquelles on ait la production de matière organique intéressante pour le vivant. Et donc les fumeurs noirs en font partie. Sachant qu'elle a quand même souligné un point intéressant, les limites de cette hypothèse-là. On ne peut pas non plus être sûr que la vie soit apparue dans ces fumeurs noirs, même si c'est une hypothèse que certains défendent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème de dilution. Et ça, c'est très important de comprendre ça aussi. Je me remets en full cam pour vous expliquer ça. En chimie, en fait, pour que des transformations soient possibles, il faut que les entités de la matière, les molécules, se rencontrent. Il faut que les molécules puissent se rencontrer pour se transformer. C'est un peu comme ça aussi que la vie fonctionne. Il faut qu'on rencontre des gens pour créer des choses avec ces gens-là. D'accord ? Que ce soit des amitiés ou des amours, évidemment. Mais la rencontre joue un rôle essentiel dans la transformation. D'accord ? Le problème, c'est que cette rencontre, elle n'est possible que si le milieu est un peu restreint, si justement les molécules se trouvent dans une enceinte relativement fermée et qu'elles peuvent se taper facilement. Ou faire des bébés, voilà, par exemple, aussi. Si vous voulez qu'un couple fasse des bébés, faut bien qu'ils se rencontrent d'abord. C'est un peu pareil avec les molécules, si vous voulez qu'elles se transforment et produisent autre chose, il faut qu'elles se rencontrent d'abord. Et le problème de l'océan et des fumeurs noirs, c'est que ok, tu vas peut-être produire des hydrocarbures à l'endroit où il y a les fumeurs noirs parce que c'est un lieu de rencontre de plein de molécules différentes, dont du monoxyde de carbone et du dihydrogène, et voilà, et bref, tu vas faire des transformations, t'es content. Et en plus, il fait chaud. En général, au niveau de ces fumeurs noirs, il y a des températures très élevées parce que c'est de la roche magmatique qui remonte, donc c'est très très chaud, donc c'est favorable, c'est une source d'énergie, c'est cool, c'est chouette. En plus, t'as des métaux, des minéraux qui sont là pour aider aux transformations éventuellement. Donc ok, environnement favorable, c'est cool. Mais le problème, c'est qu'une fois que ces molécules elles sont produites, elles vont être diffusées dans l'entièreté de l'océan, quoi. Elles vont être éjectées par la cheminée qui va les répartir, les expulser un peu partout dans l'océan. Et là, c'est la mort du game parce que tes molécules, elles vont être séparées les unes des autres, elles vont être diluées dans l'entièreté de l'océan. Et là, c'est mort. Après... qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent ? Elles vont jamais se rencontrer en fait. Elles vont jamais se rencontrer, donc elles pourront pas produire des réactions. Elles ne pourront pas continuer, on va dire, cette complexification de la matière. Voilà. La production abiotique d'hydrocarbures et d'acides gras est possible. C'est quand même intéressant pour faire des Legos de plus grande taille. Il suffirait qu'ils soient piégés dans une poche. Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même intéressant de produire ces molécules-là, mais effectivement, il faut trouver un moyen qu'elles soient encapsulées. Donc après, au niveau des fumeurs noirs, il y en a qui disent oui, mais regardez, les fumeurs noirs, elles ont des aspérités en surface, elles ont des sortes de trous, des sortes d'endroits, de poches dans lesquels elles peuvent se glisser et éventuellement se faire des réactions et se complexifier, etc. Ouais, mais dans quelle mesure ça c'est réellement possible ? Enfin, dans quelle mesure ça peut vraiment tenir, ça peut réellement garder, on va dire, à proximité les molécules pour qu'elles continuent d'évoluer et de produire des choses intéressantes. C'est compliqué et c'est un des problèmes qu'on a actuellement avec les fumeurs noirs, c'est ça, quoi. Même si on rejette pas non plus totalement l'hypothèse, encore une fois. Dernière source, c'est une source exogène, c'est celle qui provient de l'espace. Nous savons aujourd'hui, grâce à l'étude des météorites, donc ces roches extraterrestres qui sont retrouvées sur Terre, que de la matière organique a été fabriquée dans l'espace. À l'heure actuelle, on estime par exemple qu'il y a encore des tonnes de météorites qui tombent par an sur Terre. Cette matière organique est retrouvée donc principalement dans ces petits corps primitifs de notre système solaire, qui sont des restes datant de la formation du système solaire. Dans les comètes, aux confins du système solaire, on aurait jusqu'à 50% en masse de matière organique avec de la glace.
Dans les astéroïdes, il faut regarder au niveau des astéroïdes carbonés, dont nous avons des fragments sur Terre, révélant jusqu'à 5% en masse de matière organique. On a la chance d'avoir sur Terre de nombreux échantillons de ces astéroïdes carbonés, et leur analyse montre qu'ils renferment de nombreuses briques de la vie et une matière organique extrêmement diverse. On a des acides aminés, on a des sucres, on a des bases azotées, on a des chaînes aliphatiques, on a des alcools, bref, on a tout ce qu'il nous faut en termes de briques de la vie que l'on recherche, et c'est pour ça que cette source de matière exogène est beaucoup étudiée. Mais la synthèse de ces briques de la vie dans ces objets n'est pas encore très bien comprise et mobilise encore de nombreux chercheurs dans les laboratoires. En tout cas, on pense que, par exemple, la synthèse de Strecker ou la réaction de Formose, décrite précédemment, ont pu se passer dans les astéroïdes quand ils avaient un petit peu d'eau liquide. En tout cas, on voit... Alors, les petits corps. Très intéressant, on a parlé de deux catégories, les comètes d'un côté et les astéroïdes de l'autre si vous voulez. Dans les deux cas, ce sont des corps qui peuvent être carbonés, en particulier les comètes. Les comètes sont connus pour être des corps encore plus organiques que les astéroïdes. Attention, j'emploie le mot organique, mais ça ne veut pas dire que les comètes sont vivantes ou que les comètes ont des organismes vivants à l'intérieur d'elles. C'est simplement que les comètes ont une fraction de molécules organiques non négligeables par rapport à ce qu'on peut trouver sur les astéroïdes. Les astéroïdes sont des corps plutôt rocheux en termes de composition chimique et n'ont pas trop de matière organique au niveau moléculaire, enfin au niveau de molécules organiques telles qu'on peut les imaginer, contrairement aux comètes qui sont un peu plus riches en carbone. Cependant, en fait, ce qui est super intéressant, c'est que on peut étudier donc les comètes et les astéroïdes soit en faisant des missions spatiales directement là-bas et faire de l'exploration in situ, c'est-à-dire l'exploration directement au niveau du corps. Donc c'est les missions comme la mission Rosetta qui a étudié la comète 67P de Churyumov-Gerasimenko que j'ai étudié en thèse évidemment. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'étudier les météorites. Donc les météorites c'est quoi? Ce sont les corps qu'on retrouve au niveau du sol, directement les petits corps qui sont tombés sur le sol. Et les météorites, eh bien, peuvent provenir soit de comètes, soit d'astéroïdes, puisque la comète et l'astéroïde, c'est le corps dans l'espace, mais ce qui tombe au sol, c'est la météorite. Et dans la météorite, eh ben, on a, en étudiant ce qu'elle a dedans, bah, ça nous donne une idée de ce qu'il y a dans les comètes et les astéroïdes. Et surtout dans les astéroïdes, parce que les astéroïdes, on pense que enfin, une bonne partie des météorites qui tombent sur Terre ont plutôt une origine astéroïdale, comme on dit, et pas cométaire. Et bref, parmi les météorites qu'on peut étudier, il y en a certaines, il y a une catégorie de météorites qu'on appelle ça les météorites carbonées. On appelle les chondrites carbonées en général parce qu'elles ont des chondres. Bon, je passe les détails, on s'en fout un peu. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que dans la famille des météorites qui existent, il y en a qui sont carbonées, donc qui ont un peu plus de carbone que les autres. Et quand je dis un peu plus, c'est max 5% en masse de carbone, je crois. Je crois que c'est en masse, mais en tout cas, on dit que c'est des météorites carbonées, mais elles ont que 5% de carbone. Mais c'est beaucoup pour une météorite. Et donc bref, dans ces météorites carbonées, on retrouve la fameuse diversité là qu'elle met ici, cette incroyable quantité de matière organique qu'on peut trouver, et c'est même presque trop, quoi. Le problème, c'est qu'il y a trop de choses. C'est-à-dire que ce que ça nous montre, ce magnifique camembert de ces morts, c'est que finalement, il y a des processus au sein des petits corps, comme les astéroïdes ou même les comètes, on peut imaginer, des processus qui sont capables de produire toute cette diversité-là. Alors là, elle a reparlé des réactions de Strecker et compagnie. Hein. Bon, on s'en fout de savoir quelles réactions là se passent réellement, enfin on s'en fout. Ce soir on s'en fout, hein, mais en réalité il y a des chercheurs qui travaillent dessus, ils s'en foutent pas du tout, mais nous ça nous intéresse pas trop. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que derrière cette diversité, ça veut dire qu'il y a littéralement des réactions chimiques qui se passent sur les petits corps sans invoquer la vie. Et c'est ça qui est fou, c'est que on n'a pas besoin du vivant pour construire des édifices qui sont quand même intéressants sur le plan de la matière organique. L'univers, des phénomènes, les phénomènes de l'univers sont déjà suffisants entre eux, sont suffisamment énergétiques, sont suffisamment sophistiqués, on va dire, pour permettre la production de tout un tas de molécules que vous voyez ici et qui peuvent jouer un rôle dans le vivant. Donc c'est ça qui est un peu fou, enfin qu'il faut essayer de comprendre pour vous, si vous voulez. C'est de comprendre que on n'a pas attendu, l'univers n'a pas attendu l'existence du vivant pour produire de la matière organique.
d'accord? Puisqu'on en retrouve dans des petits corps, dans les météorites en particulier. Et on trouve une diversité extrêmement grande. On retrouve même des molécules dont le vivant ne se sert pas forcément. Donc c'est ça qui est plutôt ouf, quoi. Et avec depuis la mission Rosetta, entre autres, enfin on s'en doutait un peu avant, mais ce qu'a reprouvé entre guillemets la mission Rosetta, c'est l'incroyable quantité de matière organique que pouvaient posséder aussi les comètes, quoi, qui sont des petits corps assez éloignés de nous en général dans le système solaire, mais qui quand même ont un stock de matière organique non négligeable. Et pourquoi? Alors là vous allez dire, mais ok, tu parles des petits corps, machin, c'est cool, mais et alors quoi? Qu'est-ce que ça fait que des petits corps ont de la matière organique? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous allez me demander. Et ben en fait, le truc, c'est que les petits corps, c'est eux-mêmes qui ont servi à la construction des planètes, en fait. Les planètes, pour se former, elles ont eu besoin d'accréter de la matière autour d'elles, d'accord? Et à force, cette matière en s'accrétant, elle a formé des corps de plus en plus gros, qui ont formé des petits corps. Et si vous voulez, les comètes et les astéroïdes qu'on connaît aujourd'hui, ce sont des résidus qui n'ont pas servi à la formation des planètes. Mais on sait que y a eu des épisodes d'accrétion des petits corps qui a formé certes les planètes, mais aussi après accrétion, on a eu des épisodes de bombardement de la planète par des petits corps. Et lors de ce bombardement, on peut imaginer qu'une comète ou un astéroïde a pu transporter sa matière et la déposer à la surface de la Terre, et donc finalement apporter aussi sa richesse d'un point de vue moléculaire. Voilà. Donc c'est juste ça aussi qu'il faut comprendre. L'importance de la matière exogène est là, c'est le fait que ces petits corps ont pu tomber sur la planète, sur la Terre, et en tombant dessus, ont aussi apporté leur lot de molécules. Voilà. Maintenant, la difficulté, c'est de savoir en quelle mesure cet effet a eu une importance ou pas dans l'émergence du vivant, ou si c'est un truc relativement négligeable et qu'en fait cet apport n'est pas très important et n'a pas servi à grand chose. C'est toujours aujourd'hui là-bas, on n'est pas sûr de connaître, de statuer sur l'importance de cet apport, s'il est négligeable pour l'apparition du vivant ou s'il a été nécessaire au contraire pour que la vie apparaisse. Peu d'eau liquide. En tout cas, on voit bien qu'avec cet apport de matière organique de l'espace, toutes les briques de la vie étaient donc disponibles pour ensemencer la Terre primitive et elle était au même endroit. Si de telles molécules se trouvent dans l'espace, peut-on trouver ces briques de la vie ailleurs que sur Terre? Eh bien, c'est un autre sujet de recherche traité en exobiologie, la recherche de briques de la vie, voire de la vie elle-même ailleurs. Mais attention, avoir les briques de la vie, ça ne suffit pas pour faire la vie. La vie, et c'est terminé sur ce cliffhanger digne des meilleurs Nolan. Est-ce que les briques de la vie suffisent pour faire la vie? Non. Le carbone et la vie, c'est ce que je vous propose maintenant pour continuer d'approfondir l'importance de la matière organique dans le monde du vivant. On est avec Robert Pascal, un GOAT. Vraiment un GOAT. Tout à l'heure, on parlait de André Braque, mais Robert Pascal, c'est aussi un pilier, un ponte de l'exobiologie, avec cette dimension autour de la chimie prébiotique, la chimie qui s'intéresse à l'origine de la vie, comment la matière inerte s'est organisée pour former, on pourrait appeler des proto-organismes vivants, pour le dire de manière un peu simpliste. Et voilà. Bref, let's go, le carbone et la vie. Pourquoi la chimie du carbone est-elle à la base des êtres vivants? C'est vrai, ça. On pose souvent cette question, mais aussi celle de savoir si la vie pourrait exister à partir d'autres éléments que le carbone. Et c'est de tout cela que nous allons parler. Ça, je suis sûr. Je suis sûr que dans le chat, vous êtes là en mode « Ah oui, mais avec le silicium, on peut faire des organismes, parce que le silicium, il est en dessous du carbone dans le tableau périodique, et donc il a la même chimie, et donc pourquoi on pourrait pas faire des organismes avec le silicium ?» Et ben là, vous allez comprendre que c'est pas possible, et que le carbone, c'est le seul élément intéressant de tout le tableau périodique qui permet de faire ce genre de truc. Allez, ciao. Les vivants sont constitués de matière organique, c'est-à-dire principalement faits à base d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote et d'oxygène. On croyait par le passé que cette chimie était spéciale, qu'elle pouvait donner naissance à la vie. La chimie organique serait la chimie des organismes et du vivant,
Et à cette chimie, on croyait avant le 19e siècle qu'était associée une force vitale. À l'opposé de la chimie organique, la chimie minérale serait la chimie de tout ce qui est inerte, inanimé. Ces idées ont été balayées au cours du 19e siècle. Friedrich Wöhler a publié en 1828 la synthèse de l'urée qui était considérée comme une molécule organique. Petite parenthèse, ce n'est pas un voleur, c'est juste son nom de famille, ça se prononce voleur, voilà. Je le dis pour aider à éclaircir la mécompréhension qu'il peut y avoir autour de ce nom de famille. Bref. Pour cela, il chauffe du cyanate d'ammonium, un sel considéré comme un minéral, et forme de l'urée. Il brise alors une frontière entre chimie minérale et organique. Depuis le 19e siècle, les choses ont bien évolué. Vous avez compris qu'il a cassé le game. Bon, j'ai trollé au milieu, mais vous avez compris. Avant le 19e, on pensait que quoi? Bah, en fait, on pensait tout simplement qu'on séparait le monde du vivant du monde de l'inerte en confiant au vivant certaines propriétés un peu uniques en termes de fonctionnement, en termes de transformation, avant de se rendre compte que finalement, bah, on pouvait aussi produire des molécules que le vivant pouvait produire lui-même, grâce à la chimie. Et oui, ils sont fous ces chimistes. Hein. Les chimistes, en fait, ils sont tellement fous qu'ils arrivent à produire des trucs qu'il y a dans notre organisme, comme l'urée, la molécule d'urée qui se retrouve dans... L'urine, merci Langibus. Je voulais voir le délai du chat. C'était pour estimer. Le pipi, effectivement. Donc l'urée, urine, tout ça. Voilà, pour ceux qui ne l'avaient pas, la ref. Donc à partir d'un sel d'ammonium, c'est du cyanate d'ammonium ou un truc comme ça. Bref, un sel qui est à la base inorganique. Enfin, les sels appartiennent à la famille des composés inorganiques, au monde inerte si vous voulez. Donc à partir d'un sel, il a réussi à produire de l'urée qui est une molécule à base à la base qu'on retrouvait que dans le vivant. Donc ça montre que y a un pont, on peut faire un passage de l'inerte au vivant, et ce pont il est possible grâce à la chimie, grâce aux transformations de la matière. Et donc il n'y a plus lieu de séparer ce qui appartient à l'inerte de ce qui appartient au vivant. Enfin, les expériences de Pasteur ont également rejeté la possibilité d'une génération spontanée d'êtres vivants. Ça, on l'a vu, ça. Elles ont montré qu'une solution de matière organique chauffée à l'ébullition peut être conservée intacte du moment qu'elle est maintenue à l'abri des contaminations par des germes contenus dans l'air. Qu'est-ce qui est particulier dans la chimie du carbone? Comme je l'ai déjà dit, cette question du carbone et de la vie est souvent associée à celle de l'existence d'une vie basée sur d'autres éléments que le carbone. Le tableau périodique nous fournit l'embarras du choix. Mais on peut aussi se focaliser sur des éléments ressemblant au carbone. On pense en particulier au silicium, qui a des propriétés voisines car il est situé dans la même colonne sous le carbone dans le tableau de Mendeleïev. Mais la chimie du carbone est certainement beaucoup plus favorable à l'apparition de la vie que les autres alternatives. Et il y a pour cela plusieurs bonnes raisons. Ah, les bonnes raisons, on va les citer. Pourquoi c'est le carbone qui a dominé les organismes vivants alors que d'autres candidats peuvent être intéressants? Je rappelle, à toute fin utile, que le tableau périodique est construit de sorte à ce que les éléments d'une même colonne partagent des propriétés relativement similaires. Donc en fait, si on regarde la colonne dans laquelle il y a le carbone, tous les éléments qui appartiennent au groupe, parce que c'est ça, quand on appelle ça un groupe, les colonnes sont nommées les groupes dans le tableau périodique. Si on regarde un même groupe, on a des éléments qui ont des propriétés relativement similaires. Donc propriété, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont se transformer avec les autres éléments un peu de la même manière. Ok? Et aussi, donc ils vont avoir la même réactivité, le même comportement, si vous voulez. D'où le fait que le silicium est intéressant du fait de sa position sous le carbone. Mais ça ne suffit pas, comme vous allez le voir dans quelques instants.
On n'aura jamais donc d'ordinateur vivant. Non. Et ne me parlez pas d'intelligence artificielle dans le chat, sinon ça va mal se passer. L'abondance des éléments dans l'univers. Il faut d'abord éliminer de la liste l'hélium et le néon, qui sont 2 gaz rares et qui sont non réactifs. Et quand on fait cela, on voit que les 4 éléments les plus abondants qui restent sont les 4 composants principaux de la matière organique, dans l'ordre l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et l'azote. Voilà, donc déjà l'argument de l'abondance, on l'avait invoqué pour l'eau. Vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on a dit pourquoi l'eau aussi est le solvant de la vie, parce qu'il est très abondant. Et pourquoi c'est abondant? Parce que l'hydrogène et l'oxygène qui composent l'eau sont des éléments extrêmement abondants, comme vous le voyez ici. Et on peut dire la même chose pour la matière organique, pour le carbone, puisque la matière organique est composée essentiellement de carbone, mais aussi d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de phosphore et de soufre. Alors le phosphore il n'est pas là, mais il est relativement minoritaire aussi dans la matière organique, enfin il est moins présent, c'est surtout carbone, oxygène, azote et hydrogène. Bon bref, ces éléments-là font partie du top, littéralement du top 5, oui c'est ça, du top 5 des éléments les plus abondants dans l'univers, donc bon, plutôt stylé quoi. L'abondance en moyenne ne fait pas l'abondance locale, c'est vrai, mais quand même. Mais quand même, surtout que là, la répartition, on sait que... alors attends, là, oui, c'est ça, c'est la répartition dans l'univers. Oui, la répartition dans l'univers n'est pas non plus la même que celle sur Terre. Mais en fait, la répartition sur Terre résulte aussi de l'évolution et de la présence du vivant, quelque part. Donc bon. Anyway, là il a supprimé l'hélium et le néon parce que en fait ce sont des gaz, si on met de côté les gaz qui sont assez peu favorables pour réagir ensemble, déjà parce que ce sont des gaz donc ils ont peu de chances de se rencontrer, mais aussi parce que l'hélium et le néon ce sont des gaz rares qu'on appelle sinon gaz nobles plutôt, donc ce sont des gaz qui s'intéressent assez peu aux autres éléments, qui ne font quasiment pas de réaction avec les autres, donc on les exclut parce que c'est un peu, ils s'auto-excluent, c'est des snobs. Les nobles sont des snobs, les gaz nobles sont des snobs, et donc on peut les auto-exclure, ils s'auto-excluent de la réactivité parce qu'ils veulent voir personne. Voilà. Mais le silicium est pas si loin que ça. Oui, c'est vrai, le silicium est pas si loin que ça. Mais quand même, donc le silicium est quand même en lice, on pourrait dire, voilà, le silicium est quand même là. Donc il y aura peut-être d'autres arguments qui vont nous faire dire que le silicium ne marche pas. En tout cas, ça élimine pas mal d'autres éléments du tableau périodique les plus minoritaires si on regarde juste l'abondance. Mais effectivement, on pourrait considérer que le silicium est encore présent et peut encore faire partie des candidats intéressants. Mais il y a une autre propriété qui permet de comprendre la particularité du carbone en tant qu'élément chimique. C'est l'électronégativité mesurant la capacité à donner ou recevoir des électrons. L'électronégativité est une propriété attachée aux éléments eux-mêmes. Elle est mesurée sur une échelle de Pauling qui va de 0,7 à 4 avec des éléments électropositifs comme les métaux et le sodium avec une valeur de 0,93 et des éléments électronégatifs comme les halogènes avec par exemple le chlore et une valeur de 3,16. Le résultat... Attends, je vais voir s'il continue de parler, après je reviens sur cette histoire d'électronégativité là. C'est que lorsque l'on combine un élément électropositif comme le sodium et un élément électronégatif comme le chlore, le premier va donner un électron au second et on va former un composé ionique, le chlorure de sodium. Le chlorure de sodium forme des cristaux, c'est le sel de cuisine. Sous cette forme, chaque ion chlorure et chaque ion sodium sont entourés de 6 ions de charge opposée. Par contre, en solution dans l'eau, le sel se dissocie, c'est-à-dire que les ions peuvent se déplacer de manière indépendante l'un de l'autre. On ne peut donc pas dire que le sel de cuisine forme une molécule stable, puisque ses composants peuvent se séparer l'un de l'autre. Et on a là une grosse différence avec la chimie du carbone. Au contraire du sodium et du chlore, des éléments avec des valeurs modérées d'électronégativité auront surtout tendance à partager leurs électrons dans des liaisons covalentes. Revenons sur l'électronégativité, ce fameux concept de folie qu'on adore
en chimie qui fait la terreur des étudiants de première année, dont je faisais partie. Bon, c'est pas si compliqué que ça en vrai, c'est juste une échelle sur laquelle on aime bien placer les différents éléments pour les différencier entre eux. En fait, ça va être la capacité qu'a un élément à aimer les électrons. C'est ça. Plus un élément est électronégatif, plus il adore les électrons. C'est-à-dire il veut en choper absolument. Il veut en choper absolument. Et à l'inverse, un élément qu'on dirait électropositif, donc qui serait comme le sodium, lui au contraire il veut se débarrasser de ces électrons. Lui c'est l'inverse, il déteste les électrons et donc il veut se débarrasser au maximum de celui qu'il a autour de lui, quoi, si vous voulez. Alors qu'à l'inverse, ceux qui sont très électronégatifs, eux ils veulent en choper un en plus. Donc c'est ça. La chimie, c'est beaucoup ça. La chimie, c'est des transformations, d'accord, de la matière, mais c'est des échanges d'électrons via les transformations. Souvent, c'est ça, c'est des électrons qui s'échangent d'une transformation à l'autre. Et donc, qu'est-ce qui va s'associer en chimie? Enfin, quelles entités de la matière vont s'associer les unes avec les autres? Bah, c'est souvent une entité qui va émettre des électrons d'un côté, et de l'autre côté, une entité qui, au contraire, veut se débarrasser de ces électrons. Donc ça va bien arranger les deux entités de se rencontrer pour former une entité, un assemblage plus gros. L'assemblage est favorable, pourquoi? Parce que dans cet assemblage, tu vas avoir une espèce qui va, enfin un des atomes dans ce cas-là, qui va donner son électron, et de l'autre côté, un atome qui va choper l'électron qui lui manque. Donc c'est comme ça que c'est un peu comme si vous aviez deux espèces, pour faire une comparaison un peu avec la biologie, c'est comme si vous aviez deux espèces qui s'entraidaient entre eux, un peu en symbiose, et que l'une va aider l'autre, mais en échange l'autre va aider l'une, quoi. En gros, il va y avoir un échange de bons procédés, de sorte à ce que cette espèce vive en symbiose, vive à deux, parce que chacun va apporter quelque chose à l'autre et ça va leur permettre de vivre ensemble tranquillement. Bah, c'est un peu pareil à l'échelle des atomes. Tu vas avoir une espèce qui va avoir besoin de choper un électron et l'autre au contraire qui va avoir besoin de s'en débarrasser, et donc ça va bien arranger les deux que de s'associer entre eux. Voilà, ok. Donc là il donne l'exemple avec le sel de table, justement. Des extrêmes entre le chlore et le sodium se rapprochent. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui veut donner son électron, c'est qui? C'est le sodium, et de l'autre il y en a un qui veut absolument choper un électron, c'est le chlore. Et donc, ils forment entre eux ce qu'on appelle un sel, c'est cette entité-là, ce solide, cette entité en réseau dans lequel il y a des chlores et du sodium qui sont collés les uns les autres. D'accord? Donc, parce que, encore une fois, échange de bons procédés. Mais quand tu mets le sel dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Tu as une séparation des entités entre elles. Tu vas avoir le chlore qui va être séparé du sodium. Ça, c'est l'eau qui va jouer ce rôle aussi de séparation, qui va aider à la séparation. Mais en fait, ce qui montre grâce à ce processus-là, c'est que l'entité de sel en tant que telle est a priori pas très stable, et pas très, et tient pas en place. Donc c'est pas la liaison, en fait, la liaison qu'il y a entre le chlore et le sodium, le fait que les deux soient liés, cette liaison-là, en fait, elle est relativement fragile, parce que à peine tu mets ton sel dans l'eau, il se casse. Donc c'est de la merde. Toi, et tu veux construire une entité vivante. Tu veux que tes molécules, elles restent quand même un minimum stables. T'as pas envie qu'elles s'effondrent et qu'elles s'éclatent quand tu mets de la flotte dessus, d'accord? Là, tu veux pas que ça se comporte comme le sel. Le sel, tu le fous dans l'eau, il se défonce, quoi. T'as pas envie que ça se passe avec... T'imagines, tu sautes dans la piscine, ton corps, il se dissout. C'est mort, quoi. Comment tu veux construire un organisme vivant si les briques qui constituent l'organisme vivant ne restent pas dans l'eau? Bon bref, c'est compliqué d'imaginer un sel comme source, comme brique en tout cas des vivants. Ouais. Alors que le carbone, back to carbone. Le carbone, lui, il est magique. Pourquoi il est magique? Parce qu'il forme non pas des liaisons ioniques avec l'hydrogène, mais des liaisons covalentes. C'est une nature de liaison qui est beaucoup plus intéressante parce qu'elle est beaucoup plus solide en fait. Et elle va pas se casser comme ça dans l'eau, du moins pas aussi facilement. Les liaisons dangereuses, exactement. Voilà le bail des liaisons carbone. Et voilà la particularité du carbone, c'est sa capacité à faire des liaisons covalentes dont il va parler maintenant. Les négativités auront surtout tendance à partager leurs électrons dans des liaisons covalentes. C'est le cas du carbone et de l'hydrogène,
avec des valeurs d'électronégativité de 2,5 et 2,2. L'hydrogène peut former une molécule très simple, le dihydrogène. Sa formation peut être analysée en évaluant, en fonction de la distance, l'énergie d'un système constitué de deux atomes d'hydrogène qui sont formés chacun d'un proton et d'un électron. Que se passe-t-il lorsque l'on rapproche ces atomes l'un de l'autre? On voit que l'énergie diminue et devient minimale pour une distance de 0,74 angstrom. C'est la longueur de la liaison chimique entre les deux atomes d'hydrogène dans la molécule de dihydrogène. Le dihydrogène est stable. Pour le faire réagir, il faut rompre tout au moins partiellement cette liaison dont l'énergie est de 434 kJ par mol. Cela ne se produit pas à température ambiante et on pourrait par exemple conserver un mélange explosif d'hydrogène et d'oxygène indéfiniment à température ambiante. Le carbone a une électronégativité de valeur modérée, 2,55, tout comme l'hydrogène. Par conséquent, il aura tendance à partager ses électrons présents dans la couche superficielle avec les autres éléments et à former les mêmes types de liaisons que l'on appelle des liaisons covalentes. En fait, là, c'est une discussion autour de le concept de stabilité, d'accord? C'est juste ça. Il compare quoi? Il compare, je le répète là, d'un côté les sels qui ont des liaisons ioniques, et donc qui ne sont pas stables dans l'eau, qui se dissocient, qui se dissouent littéralement dans l'eau. Il compare ça à le carbone qui peut former des liaisons avec d'autres éléments comme l'hydrogène, et des liaisons qui sont plus solides et qui rendent la molécule plus stable. Alors il a commencé par parler de l'hydrogène en tant que tel, et du fait que l'hydrogène pouvait former une liaison avec lui-même, c'est-à-dire un atome d'hydrogène avec un autre atome d'hydrogène, paf, comme ça, ils sont collés tous les deux, et là, ça forme une molécule de dihydrogène. Bon, cette molécule, elle est en fait relativement stable, et il parle d'une stabilité telle que, en fait, elle peut rester là comme ça ad vitam aeternam sans rien ce qui se passe si on ne confère pas une énergie suffisante à cette molécule là, bah en fait elle ne va pas bouger. C'est ça la définition de la stabilité, si vous voulez. Un édifice, une structure, une molécule est d'autant plus stable qu'il faut une énergie importante pour la bousculer, pour la détruire, pour arracher des liaisons, pour la casser quoi, en 1000 morceaux ou en 2 morceaux. Bon bref, il faut fournir d'énergie pour casser ces structures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est stable. Et dans le vivant, bah, on a besoin d'une certaine stabilité, on a besoin d'une certaine d'une certaine cohésion, on va dire. Il faut que les molécules elles restent telles qu'elles sont et pas qu'elles se brisent à la moindre source d'énergie qui arrive, quoi. Donc là, il a parlé de l'hydrogène comme une molécule relativement stable, et après, il a parlé du carbone. Il a comparé le carbone à l'hydrogène parce que leur électronégativité, pour revenir sur le concept, leurs électronégativités sont relativement semblables, et du coup, entre eux, comme ils ont des électronégativités relativement semblables, ils vont former l'hydrogène et le carbone des liaisons qu'on appelle covalentes, qui sont des liaisons, encore une fois, suffisamment solides. Carbone est en fait l'élément qui forme le plus facilement des liaisons covalentes avec les autres éléments. Les liaisons covalentes peuvent être très stables dans le temps et la matière organique que l'on trouve dans les comètes s'est formée en même temps que le système solaire, c'est-à-dire il y a plus de 4,5 milliards d'années. Le carbone est capable de former 4 liaisons covalentes différentes avec des atomes voisins selon un arrangement tétraédrique dans l'espace. Cela va du méthane à des architectures beaucoup plus complexes, comme ici l'ADN, dans lequel la stabilité des liaisons covalentes dans le temps permet de stocker à long terme l'information génétique. La stabilité dans le temps de la configuration tétraédrique du carbone explique aussi une propriété particulière de certains composés que l'on appelle la chiralité. C'est-à-dire qu'un acide aminé, comme celui représenté ici, peut exister sous une forme droite et une forme gauche. Elles sont l'image l'une de l'autre dans un miroir, comme une main droite et une main gauche. L'interconversion entre les deux configurations ne se produit qu'à des échelles de temps géologiques. Le vivant a sélectionné les acides aminés ayant la configuration présentée ici sur la gauche et pas l'autre
pour la synthèse des protéines. Enfin, un peu technique ce passage, mais il y a deux messages à retenir. Le premier, c'est le fait que, bon, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais je rajoute une couche, hein, le carbone est extrêmement stable et peut former des édifices, du coup, à coup de 4 liaisons comme ça, 4 liaisons covalentes, ce qui le rend encore plus stable. Et il parle de l'ADN comme peut-être l'édifice le plus... édifice symbolique, et pas que symbolique, vu de son importance pour le vivant, mais voilà, un édifice extrêmement stable. En fait, si on changeait l'atome de carbone et qu'on le remplaçait par le silicium, cet édifice ne serait pas aussi stable. L'édifice qu'est l'ADN, j'entends, serait pas aussi stable et tiendrait moins longtemps dans le temps et pourrait pas garantir justement la survie des organismes. C'est ma hot take de ce soir. Je pense que c'est ça la raison. Parce que la chimie du silicium, même si elle ressemble à celle du carbone, reste quand même différente. Le carbone a vraiment cette faculté à former 4 liaisons et uniquement 4 liaisons, alors que le silicium peut avoir éventuellement plus de 4 et peut justement, à cause de ça, rendre instable la structure. Il me semble que le silicium a cette capacité à avoir éventuellement plus de liaisons que le carbone. Et donc bref, tout ça pour dire que cette structure à 4 liaisons que peut former le carbone rend ces édifices extrêmement solides. Et donc ça c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est l'histoire de la chiralité. Bon, alors la chiralité, pour la faire très très simple, il a expliqué quand même plutôt de manière vulgarisée, plutôt bien de manière vulgarisée ce que c'est. C'est en fait que pour une même molécule, vous pouvez avoir 2 versions de la même molécule. Je dis la même molécule parce qu'en fait, si vous regardez sur cette image, attends, je vais prendre celle-ci. Si vous regardez sur cette image, la molécule qui est sur la main gauche et la molécule qui est sur la main droite, en fait, c'est strictement la même molécule si vous regardez la nature des atomes. La nature des atomes, c'est quoi? C'est que sont les atomes? Par exemple, à gauche, là, vous voyez un C, c'est du carbone. Ensuite, ce C, il est relié à un autre groupe, c'est écrit COOH. Bon, on s'en fout ce que c'est un groupement acide, mais on s'en fout. Bref, vous avez des briques, vous voyez qu'autour du C, il y a 4 liaisons, et ces 4 liaisons, elles ont chacun un nom, enfin, chacune des liaisons, est reliée à un groupement différent. Il y a COH, H, R et NH2. On s'en fout de la nature de ces groupes. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ce sont les 4 mêmes groupes sur la main gauche et sur la main droite. Regardez la main droite c'est pareil. La main droite, elle a 4 groupes, ok. Mais en fait, c'est là où c'est subtil, les 2 molécules sont différentes. Pourquoi? Parce que l'agencement dans l'espace est différent. En fait, si on prend cette molécule à droite, par exemple, et qu'on fait une rotation là, imaginez qu'on prend la molécule de droite là, et hop, vous faites une rotation à 180 degrés, oui c'est ça, à 180 degrés dans le sens anti-horaire, c'est-à-dire dans ce sens-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en fait, si vous faites une rotation de la molécule de droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous allez vous rendre compte que les groupements sont pas placés au même endroit, en fait, par rapport à celle de gauche. Par rapport à la molécule de gauche. En fait, vous avez certes 2 molécules qui ont les mêmes atomes en termes de nature, mais l'organisation, la manière dont ils sont répartis dans l'espace sont différents. Et à cause de ça, ça paraît débile, hein, mais à cause de ça, ça peut changer radicalement les propriétés d'une molécule. Ça fait souvent on prend des exemples extrêmes de ça, il y a des molécules qui, si elles sont dans tel agencement, vont être des médicaments. Et si vous la mettez dans son agencement droite ou gauche, enfin que vous changez, on va dire, juste avec la main, l'histoire de la main, vous changez la position de 2 groupes, ça se transforme en poison. Voilà, c'est pour dire les extrêmes. Donc c'est hyper important en fait la chiralité. Donc ça s'appelle la chiralité, le fait qu'on peut avoir 2 versions d'une même molécule qui ont en fait pas la même organisation dans l'espace. Et cette chiralité, elle va jouer un rôle hyper important dans la propriété même des molécules. Et c'est pour ça qu'on en fait un big deal et que y a beaucoup ça intéresse pas mal de champs de recherche, en particulier le médical. Je vous ai parlé de poison ou de médicaments parce que ça, littéralement, ça peut avoir ce genre d'effet, quoi. La vie n'utilise que les acides aminés de gauche, ce qui est une particularité. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore donner les raisons.
d'un point de vue chimique, pourquoi la vie s'est orientée vers le côté gauche. Certains peuvent avoir des hypothèses dans le chat, mais en tout cas, il n'y a pas de... à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas encore d'explication consensuelle autour de pourquoi la vie aujourd'hui décide d'utiliser que le gauche. Probablement qu'il y avait un moment, un excès dans le côté gauche, ce qui a favorisé le fait que le métabolisme, enfin les réactions utilisent préférentiellement les acides aminés de gauche. Mais voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que les acides aminés, donc ce qui forment les protéines, je rappelle, hein, les acides aminés, ce sont les perles qui vont former le collier de perles qu'on appelle la protéine, pour faire référence à la vidéo précédente. Donc ça, c'est les acides aminés de gauche qui vont former les protéines. Mais ce qui est amusant, c'est que les sucres, vous savez, les sucres, ça c'est ce qui va former l'ADN. Et les sucres, ça va rentrer dans la composition de la structure de l'ADN, comme on l'a vu aussi dans la vidéo précédente. Et les sucres, par contre, eux, sont de droite, je crois. Si je dis pas de bêtises, il me semble que les sucres, c'est les versions droites des sucres qu'on utilise. Enfin, la stabilité des liaisons covalentes va donner naissance aux propriétés dynamiques du vivant. Pour passer d'un réactif à un produit par une réaction chimique, la première condition, c'est que le produit soit plus stable que le réactif. C'est-à-dire qu'il faut que son niveau d'énergie soit situé plus bas. Mais il y a une autre condition, c'est que pour former une liaison covalente, il faut le plus souvent rompre celle qui existait auparavant. Et cela a un coût énergétique élevé. On a donc une barrière d'énergie à franchir. Plus la barrière sera haute, plus la réaction sera lente. Petit aparté pour expliquer viteuf là pour les non-chimistes, encore une fois, les gens qui sont en galère de compréhension là-dessus. C'est pas très... sur le plan technique, ça a l'air chaud, mais c'est pas si sorcier que ça. L'idée, c'est qu'on parle de transformation. Donc, on imagine qu'il y a de la matière initialement et elle évolue en une autre matière. Elle se transforme. Hein. C'est une transformation chimique, transformation de la matière. Okay. Donc, ces réactifs, qui sont des molécules de matière organique, donc des molécules à base de carbone, ils ne peuvent se transformer que si on leur fournit une énergie initiale. Donc pour qu'ils puissent franchir, imaginez que c'est le haut d'une montagne ici là pour les naturalistes du chat, imaginez c'est le haut d'une montagne et en fait ce qui se passe c'est que on veut grimper cette montagne, donc il faut fournir de l'énergie. Donc pour transformer tes molécules initiales, tes réactifs, tu fournis de l'énergie, tu vas monter la montagne, voilà c'est dur, la pente là elle est vraiment très élevée quand même, voilà, c'est chaud. Tu arrives au pic, une fois que tu arrives au pic, voilà tu descends tranquille. Tu vas pouvoir tranquillement aller jusqu'au produit et en fait le produit il s'avère qu'il se trouve à un niveau d'énergie plus bas que les réactifs, il se trouve dans un état on va dire plus favorable, plus stable. Donc en fait c'est ça les transformations chimiques souvent, elles se passent pas tout le temps comme ça mais ce qui arrive en tout cas dans l'organisme vivant, chez nous dans notre corps en permanence, on va avoir des transformations parce qu'on va apporter de l'énergie à notre corps. Cette énergie ça va être l'énergie suffisante pour monter la montagne et ensuite on descend tranquillement et on se retrouve finalement dans une situation à la fin qui est même encore plus confortable qu'au début. Donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et donc ça, donc tout à l'heure je vous ai bassiné avec l'idée que les molécules organiques, le carbone devait participer à la structure de molécules stables. Mais en fait, il ne faut pas que ça soit trop stable non plus, il faut que les molécules en question puissent également se transformer, ce qui est possible avec justement la matière organique et le carbone. Le carbone a cette capacité, cette faculté à faire des transformations comme il le montre ici. Voilà. Sera lente. Cela veut dire que dans certains cas où deux produits peuvent se former, ce n'est pas forcément le plus stable qui va être majoritaire. Le produit le moins stable peut se former plus facilement si la barrière cinétique est moins élevée et donc la réaction plus rapide. Bon là, il parle de compétition entre transformations. Je le fais rapidement, mais imaginez que vous commencez ici. Vous commencez ici là, vous voyez mon curseur, vous commencez ici là. Vous commencez dans ce creux entre deux montagnes. Vous avez le choix entre soit vous montez la petite montagne, ça vous coûte pas beaucoup d'énergie, mais lorsque vous redescendez moins,
Donc vous allez vous retrouver à un niveau d'énergie pas non plus très bas. Ou alors, ce qui se passe, c'est que vous montez à droite, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus d'énergie à fournir, mais paf! Par contre, la descente est vraiment agréable parce que vous regagnez beaucoup d'énergie, vous redescendez très bas. Bon, bah dans certains cas, en fait, ce qui va être favorisé, c'est plutôt le chemin de gauche parce que la barrière initiale, la barrière d'entrée, elle est moins élevée à franchir. Donc, bam, vous allez privilégier la gauche, alors même que c'est pas l'état le plus stable qui va être recherché. Donc ça va un peu à l'encontre de ce que je vous avais dit un peu précédemment, où je vous disais la nature recherche toujours l'état le plus stable. Voilà, on recherche la stabilité, le niveau d'énergie le plus bas. Bon, bah en fait, il s'avère qu'il y a des exceptions où le vivant, il va emprunter des chemins qui, des fois, sur le moment, vont favoriser, on va dire, une peu d'énergie à dépenser au départ, quoi. Voilà. Je partageais sur le Discord dans communication, pas de souci. Merci Omdi pour le partage. Et donc la réaction plus rapide. L'important dans la chimie du carbone, ce n'est donc sans doute pas que les réactions soient spontanément rapides, mais au contraire, plutôt qu'elles soient lentes. Si un catalyseur est présent, la vitesse des réactions peut être accélérée via un certain nombre d'intermédiaires. De nouveaux chemins réactionnels sont alors possibles. Les enzymes qui catalysent les réactions en contournant ces barrières cinétiques jouent sur cette propriété. L'existence de ces barrières n'est donc pas un obstacle. Bien au contraire, elle ouvre une nouvelle dimension, celle de multiples possibilités de chemins réactionnels alternatifs dépendant des enzymes. Là, ce qu'il décrit, c'est le fait que les barrières d'énergie, bon, sont plus en fait des obstacles, mais peuvent être dépassées grâce à l'environnement qui va fournir une source d'énergie. Il parle d'enzymes. Les enzymes, c'est un type de molécules qu'on a dans le corps, de biomolécules très particulières qui vont jouer le rôle de catalyseur. Donc c'est quoi? C'est le catalyseur, c'est tout simplement une molécule qui va aider une transformation, qui va accélérer la transformation en question. Et donc, grâce, on va dire, à ces catalyseurs, grâce à ces enzymes, on va pouvoir faire des réactions qui de base n'étaient pas très favorables. Du coup, c'est comme si les enzymes rebattaient les cartes du jeu et permettaient aux vivants de faire des transformations qui, dans un environnement inerte, bah, aurait du mal à avoir lieu en fait. Donc le rôle des enzymes est vraiment hyper important dans le monde du vivant, en tout cas dans le vivant qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Cela donne naissance à un réseau de réactions chimiques que l'on appelle le métabolisme. Si la vie a choisi le carbone, c'est pour un certain nombre de bonnes raisons qui tiennent à la fois à son abondance dans l'univers et à sa réactivité. Il est donc très improbable qu'une forme de vie puisse être établie autrement qu'à partir de la chimie de cet élément dans un environnement tel que celui de la Terre et à des températures où l'eau est liquide. Enfin, les propriétés du carbone font que la matière organique est quasi indispensable à la vie. Mais cela ne veut pas dire pour autant que la vie pourrait émerger dès que de la matière organique est présente, comme le croyaient les vitalistes. En fait, la présence de matière organique semble être une condition presque absolument nécessaire pour l'apparition de la vie, mais ce n'est certainement pas la seule. Let's go! On arrive au bout de la vidéo enfin, mesdames et messieurs. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, il est bientôt 23 h. On va faire une petite conclusion sur cette vidéo autour de l'importance du carbone. C'était chaud, la fin fallait s'accrocher. Il rappelle l'importance du carbone, de sa réactivité, du fait qu'il a cette capacité à être stable d'une part, mais aussi à se transformer. Et en particulier grâce, il a rappelé aux enzymes à la fin, des molécules qui vont aider à des transformations qui de base sont difficiles. Il a aussi dit que attention, c'est pas parce que il y a de la matière organique qu'il y a de la vie foncièrement, parce qu'il faut encore que la matière organique arrive à s'organiser. Donc c'est une condition nécessaire pour que le vivant puisse apparaître, certes, mais ce n'est pas une condition suffisante. On peut trouver des molécules organiques sur des corps qui ne possèdent pas la vie. Encore une fois, les comètes et les astéroïdes, comme on les a cités précédemment. Donc attention avec les conditions nécessaires justement et suffisantes. Il faut effectivement, le carbone semble indispensable, c'est une réalité, mais par contre, oui, c'est pas parce qu'il y a du carbone que c'est vivant. Voilà. Et le silicium, il en a pas parlé explicitement,
Mais le problème du silicium, pour te répondre, Artimine, c'est que ça reste un élément qui est différent de celui du carbone, même s'il partage une chimie un peu similaire. Il est capable de former d'autres liaisons, pas seulement que 4 liaisons, mais plus, il me semble, et avoir des édifices un peu moins stables que ce que peut faire le carbone, parce que le carbone, lui, s'en tient vraiment que seulement à 4 liaisons et peut créer des édifices, par exemple, comme l'ADN, qui vont pouvoir rester longtemps dans le temps sans être trop altérés. Voilà, contrairement aux édifices à base de silicium qui peuvent être détruits plus facilement. Donc voilà, la question du silicium n'a pas été abordée dans cette vidéo, il est vrai. On n'a pas montré spécifiquement pourquoi le silicium ça ne marcherait pas, mais voilà, faut un peu, faut nous croire sur parole entre guillemets quand on vous dit que le silicium n'a pas les avantages du carbone au niveau réactivité chimique, quoi. L'eau et le carbone sont donc complémentaires, l'un comme solvant et l'autre comme ingrédient transformable. Voilà, c'est exactement ça. On peut conclure les deux vidéos qu'on a vues les deux épisodes qu'on a vus, l'un sur l'eau et l'un sur la matière organique, en montrant que l'un et l'autre finalement se permettent ensemble, font une sorte d'harmonie dans la structure qu'est l'organisme vivant, puisque l'un sert de milieu, qu'on appelle le solvant, la matrice si vous voulez, dans lequel va se passer des transformations chimiques, mais c'est des transformations chimiques de matière organique, puisque seule la matière organique est capable d'à la fois d'être relativement stable d'une part, mais pas trop stable non plus pour pouvoir se transformer et donner naissance à de nouveaux composés, quoi. Puisque une des conditions quand même nécessaires pour que le vivant vive, c'est de pouvoir faire tout un tas de transformations chimiques dans un sens comme dans l'autre, en récupérant de l'énergie dans son milieu. Voilà des conditions auxquelles peuvent répondre finalement principalement la chimie du carbone. Voilà, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo sur le carbone et la vie. Je dis au revoir à YouTube, mais sur Twitch, vous pouvez rester quelques minutes, on va faire le débrief ensemble. Des bisous, prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!